Alors, ça fait plaisir d'être de retour dans cette ville de lumière. J'ai vécu à Paris pendant 5 ans à peu près, une période différente de ma vie. Et j'ai connu François quand nous avons commencé comme de jeunes chercheurs à l'Institut national d'études démographiques. J'ai toujours dit que la meilleure façon de comprendre la France, c'est à travers la démographie. Parce que les Français s'intéressent beaucoup aux questions démographiques et de population. Je dois dire aussi que j'ai la chance d'avoir mon meilleur ami Laurent Bloch ici avec moi, chez qui je me loge toujours à Paris. Il était aussi à l'INED, directeur du service d'informatique. Et Virginie, je l'ai connue comme jeune thésarde à Harvard dans les années 90, je crois, début des années 90. Moi, j'étais professeur à l'université de Brandeis et nous avons fréquenté le Centre d'études européennes à Harvard, le plus beau centre d'études européennes au monde, qui était créé par notre collègue Stanley Hoffman, un grand professeur à la fois français et américain. Et j'ai eu de la chance de fréquenter le quartier latin. Et j'ai commencé ma carrière en France d'abord en province. Je dis toujours que si vous voulez vraiment connaître la France, il ne faut pas venir d'abord à Paris, il faut être en province. Donc j'étais d'abord à Dijon, étudiant à Dijon, c'est là où j'ai appris le français, à vrai dire. Donc si j'ai un accent bourguignon, vous allez comprendre ça. Et ensuite Grenoble, où j'ai fait des études de sciences économiques d'abord. En fait, j'étais élève à l'Institut d'études politiques de Grenoble dans la filière éco-phi. Et finalement, au début des années 80, je suis arrivé à Paris. Donc, et c'est là où j'ai connu François. J'étais inscrit dans un DEA à Sciences Po. Et je suis revenu ici finalement plusieurs fois, d'abord avec ma famille au début des années 90 quand j'étais nommé directeur de recherche associé au CNRS. J'ai failli passer ma vie à Paris, mais finalement je me suis dit, est-ce que je vais être expatrié? Et à la fin, je me suis dit, non, je suis américain, ou comme on disait autrefois, Amerloc. Je suis rentré chez moi, et voilà, ça fait 20 ans que je suis au Texas, et quand je viens en Europe, je veux toujours qu'il fasse frais, parce que j'aime pas la chaleur. Et il fait chaud au Texas. Et voilà, j'arrive à Paris avec une chaleur texane. Mais heureusement, le Collège de France a ces belles salles climatisées et on a de la chance d'être ici en tout confort. Alors, moi, je vais aller dans un autre sens. Et ça me fait plaisir de suivre Virginie, de voir que l'Europe vient d'abord. L'Europe premier, pas les États-Unis, parce que notre politique, surtout notre politique étrangère, avec le président Trump, c'est America First, donc l'Amérique d'abord. Mais c'est bien que l'Amérique, dans ce cas, suive l'Europe, parce que je crois que l'Europe est déjà plus avancée pour sa politique, dans sa politique migratoire, et je vais essayer d'expliquer ça. Mais moi, je voudrais plutôt vous parler de ce que j'appelle le défi migratoire, parce que tous les pays au monde se trouvent devant ce défi, comment contrôler, comment gérer le mouvement des gens. Et pour les États-Unis, j'insiste qu'on est dans une période, une politique, ce que j'appelle le retour à l'avenir. Vous connaissez peut-être le film Back to the Future, donc c'est le retour à l'avenir. Je vais vous expliquer ça. Voilà mon nom, je suis à SMU.
directeur du Tower Center, et je suis aussi un fellow nommé à la Wilson Center à Washington, D.C. Et je vais aller vite pour laisser suffisamment de temps pour les questions. Donc, je commence toujours avec cette graphique, juste pour insister que nous ne sommes pas en crise. Hein. Donc, à peu près 3,5% de la population mondiale, c'est-à-dire 250 millions de personnes, vivent hors de leur pays d'origine. Alors, c'est déjà pas mal, 250 millions, c'est beaucoup, mais en fait, c'est un pourcentage assez faible de la population mondiale. Donc, la plupart des gens ne bougent pas. Ils restent chez eux, même dans le village où ils sont nés. Donc, ça, c'est le premier point. Et forteresse, bon, si vous voyez la répartition des migrants dans le monde, on voit que les États-Unis, effectivement, c'est un pays d'immigration. Donc, beaucoup de gens viennent s'installer tous les ans aux États-Unis, et je vais vous montrer plus tard les graphiques, les flux, la population étrangère des États-Unis. L'Europe aussi, bien sûr, depuis un moment, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est devenue une région de forte migration. Et vous voyez les pays en vert, là, ça c'est les pays du Golfe, hein, où il y a beaucoup de travailleurs étrangers, mais ce ne sont pas des immigrés, hein, c'est des gens, surtout des jeunes hommes qui vivent dans ces pays. Je crois que pour le UAE, United Arab Emirates, les Émirats, 85% à peu près de la population active, ce sont des étrangers. Donc, ils ont besoin de la main-d'œuvre dans ces pays-là, mais ces gens n'ont pas le droit de s'installer. Ils ne peuvent pas y rester. Hein. Ils sont souvent fermés dans les dortoirs, dans les camps. Alors, ça, c'est une migration qui est tout à fait différente de ce qui se passe dans d'autres pays. L'Australie, bien sûr, le Canada, etc. Et je m'excuse du français, j'étais en train de transformer cet exposé en français avec mon clavier anglais, donc je n'avais pas la possibilité de bien travailler le français. Mais je voudrais vous poser la question suivante: pourquoi les gens se déplacent-ils? Et pour des raisons économiques, bien sûr, et démographiques. Nous savons qu'il y a les forces de demande, de l'offre et de demande, d'attraction et de répulsion, et aussi des réseaux, c'est-à-dire les gens, ils se déplacent plus facilement s'ils ont des réseaux familiaux, bien sûr, ce qui réduit les risques de se déplacer, et ça crée un capital social. Mais ce sont des conditions nécessaires pour que les gens se déplacent. Ce ne sont pas des conditions suffisantes. Les conditions suffisantes reviennent aux questions de droit, Virginie en a parlé, et des politiques des pays d'accueil. Donc, dans le droit international, les États ont le droit et la responsabilité de contrôler l'entrée des étrangers sur leur territoire. Sinon, de contrôler la sortie. Hein. Donc, entrer dans un pays, c'est difficile. Sortir, en principe, il y a un droit de l'homme, un droit international pour que les gens puissent sortir de leur pays. C'est dans la déclaration de l'ONU sur les droits fondamentaux. Mais avoir un droit de partir, de sortir, ça n'a aucun sens si on n'a pas le droit d'entrer. Donc, le droit international est assez contradictoire sur ce point. Et on insiste aussi dans le droit international sur la distinction entre la migration économique, c'est-à-dire une migration volontaire, et la migration forcée ou non volontaire. Et la Convention de Genève, comme vous savez, et le protocole de 67, la Convention date de 51, le protocole de 67,
repose sur les principes d'une peur bien fondée de la persécution et le principe de non-refoulement, c'est-à-dire les États ne peuvent pas refouler quelqu'un qui a une peur bien fondée de la persécution. Ça, c'est, enfin, en droit international, ça, c'est la base des droits des migrants. Mais quand on pense à la politique migratoire ou à la politique d'immigration, et ma collègue Virginie, elle en a fait allusion à ça, c'est un jeu qui se déroule en 4 dimensions. Et c'est difficile, c'est très difficile pour les gouvernements, pour les politiques, de faire une politique migratoire, parce qu'ils sont tirés d'abord sur le côté économique, le marché. Toute société a besoin de main-d'œuvre, a besoin du capital humain. Donc le marché, c'est extrêmement important dans cette histoire. Mais on ne peut pas faire venir des gens, surtout dans les pays démocratiques et libéraux, sans faire attention au statut, c'est-à-dire aux droits de la personne. Donc ça, c'est le jeu normal dans tous les pays. On se demande combien d'immigrés, avec quelle qualification et quel statut. Donc ça, c'est des questions, tout le monde doit se poser ce genre de questions. Mais il y a 2 autres dimensions. Il y a le côté sécuritaire de l'affaire. Si les étrangers ou les immigrés posent une menace pour la société, ça change la dynamique tout à fait. Et s'il y a une menace culturelle ou une dimension culturelle, on voit par exemple l'islamophobie aujourd'hui dans les sociétés occidentales, ça change complètement la dynamique politique. Et c'est un jeu qui se fait à 3 niveaux. D'abord au niveau national, au niveau local surtout, et ensuite au niveau international. Donc c'est extrêmement compliqué de faire une politique d'immigration. Alors, revenons sur la question de la politique américaine. Les États-Unis est considéré comme une nation d'immigrés, une nation des nations. Je n'ai pas eu le temps de traduire ça, j'espère que vous arrivez à le lire en français, mais l'Amérique est ouverte non seulement à l'étranger riche, respectable, mais à ceux qui sont persécutés de toutes les nations, de toutes les religions, et nous allons accueillir ces gens à la participation avec tous les droits et les privilèges accordés à des citoyens. Qui c'est qui a dit ça? Le premier président des États-Unis. Donc, dès le début, les États-Unis étaient un pays d'accueil. Vous voyez? Et Washington, il avait raison de dire ça parce qu'on avait besoin de gens. C'était une politique de peuplement. Et il faut savoir que M. Washington était un sujet du roi d'Angleterre, et c'était un homme d'affaires et un planteur. Donc il avait une plantation en Virginie, donc il avait besoin de la main-d'œuvre. Dans notre histoire, l'histoire américaine, on parle de 3 ou 4 vagues d'immigration. Et la première vague, il faut savoir, c'était des gens venant des îles britanniques. Donc moi, je suis à 80-90% anglais. On sait que on a un problème quand la seule diversité qu'on a dans sa famille, c'est les Écossais. Donc je suis un petit mélange d'anglais et d'écossais, mais je viens de la région des États-Unis, dans les montagnes du sud, qui est restée très isolée, avec très peu d'immigration, mais pas beaucoup de diversité. Donc ça, c'est la première vague britannique. La deuxième vague, vous voyez, au milieu du 19e siècle, ça, c'était une vague
d'immigration, d'abord allemande et ensuite irlandaise. Alors, dans la deuxième vague migratoire, il y a eu une réaction très forte contre cette migration parce que les gens n'aimaient pas les catholiques. Donc, c'était des immigrés catholiques surtout. Et il y avait un nouveau parti politique qui rappelle un petit peu des mouvements anti-immigration du XXe et du XXIe siècle. C'était des gens qui faisaient partie, ils faisaient partie d'un parti politique, d'un mouvement politique. En anglais, c'était des know-nothings, donc les gens qui ne savaient rien. Et pourquoi on les appelait les know-nothings? Parce que on leur a dit que si on vous demandait si vous faites partie de ce parti politique, vous dites à tout le monde que je n'y suis pour rien, je ne connais rien. Donc c'est les know-nothings. Alors la troisième vague, ça c'était peut-être la vague la plus connue dans l'histoire américaine. Ça s'est commencé déjà dans les années 80, 1880, et ça a continué autour du siècle. Et ça, c'était des gens venant surtout de l'Europe du Sud, l'Europe centrale, les Italiens, les Russes, les Polonais, et aussi quelques flux venant de la Chine et du Japon. Mais la troisième vague, c'était beaucoup plus diversifié du point de vue de l'origine des gens. Et je ne sais pas si vous avez vu le film Le Parrain, ou si vous avez lu le roman. On se souvient du jeune Vito Andolini. Il arrive au port de New York avec la statue de liberté dans le Havre de New York. Donc ça, c'était la troisième vague. Et c'était non seulement des catholiques, mais des juifs et des chinois, comme j'ai dit, et des japonais. Mais cette vague était aussi très controversée et on verra qu'il y a une réaction très forte contre cette immigration et l'immigration s'est arrêtée carrément dans les années 20 et 30. Donc, et l'immigration a repris très lentement après la Deuxième Guerre mondiale. J'en parlerai davantage tout à l'heure. Donc, quand on pense aux États-Unis, on a, bon, ça c'est un peu le credo, hein, si vous voulez, du pays, e pluribus unum, si vous connaissez un peu le latin, comment on le traduit en français? From the many one. Hein, de plusieurs, on arrive à l'unité, voilà. Alors, vous allez lire ça, c'est écrit par quelqu'un. Les Italiens sont des assassins, bootleggers. C'est des gens qui vendent des boissons alcoolisées hors taxe. Et vous devrez rentrer chez vous, hein, parce que vous n'appréciez pas ce pays qui vous accueille et qui vous tolère. Qui c'est qui a dit ça? C'était le président Herbert Hoover, à la fin des années 20. Donc vous voyez la réaction contre les Italiens. Et c'était dans une lettre qu'il a écrite à son collègue républicain, qui était plus tard le maire de New York, M. LaGuardia. Vous connaissez peut-être l'aéroport qui porte son nom. Donc vous voyez le va-et-venir. Est-ce que l'Amérique est une forteresse? Ouais. Pendant certaines périodes, nous sommes une forteresse et pendant d'autres périodes, nous sommes un passoire assez ouvert. Donc le retour à l'avenir. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de retourner aux années 20. Donc les discours, c'est plutôt comme le discours de M. Hoover, et pluribus unum. Et quand vous pensez aux États-Unis, à la façon dont on gère notre politique d'immigration, moi, je vous conseille de 3 modèles. Hein. Ce sont des modèles ou des idéotypes, si on veut, pour utiliser l'expression weberienne. Donc, il y a d'abord le modèle de Massachusetts. Ça, c'est les puritains. Vous êtes
on va vous accueillir, mais si vous venez chez nous, il faut s'assimiler tout de suite, il faut adopter notre religion, il faut devenir puritain en fait. Autrement, il ne faut pas venir ici chez nous. Donc on insiste sur l'assimilation, surtout dans le domaine de la religion. La Virginie, on s'en fout de votre origine et de votre religion et de votre politique, mais on a besoin de la main-d'œuvre. Donc, on va vous faire travailler. D'abord, c'était les Amérindiens qui ont été presque comme des esclaves, mais les Amérindiens, ils sont morts à cause des maladies qui ont été portées par les Européens. Ensuite, on a fait appel aux Africains, des esclaves, et ça, c'était le modèle, si vous voulez, virginien des planteurs de la Virginie. Mais le troisième modèle, c'est la Pennsylvanie, donc les Quakers, qui étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus tolérants. Vous pouvez venir vous installer chez nous et vous pouvez pratiquer votre religion comme vous voulez, mais il faut quand même accepter les valeurs de la République américaine, et c'est tout ce qu'on demande de vous. Deuxièmement, il y a eu, dans la période après-guerre, la montée de ce que j'appelle une politique rights-based politics, qui était liée surtout à la guerre froide, et the Civil Rights Movement. Ça, c'est extrêmement important dans cette histoire. Je voudrais aussi parler un petit peu des problèmes d'assimilation aux États-Unis. Et je vais souligner 4 tournants dans la politique américaine. D'abord, cette fameuse proposition 187, un projet de loi, d'abord les attentats du 11 septembre, un projet de loi de M. Sensenbrenner, et je reviendrai là-dessus, et ensuite l'élection de Trump. Donc, ce sont des tournants depuis les années 90 dans la politique américaine. Et enfin, je vais vous parler un petit peu du paradoxe du libéralisme. Et voilà, pour revenir à la culture et la menace culturelle, Monsieur Franklin, Benjamin Franklin, qui a passé beaucoup de temps à Paris d'ailleurs, il était contre les Allemands. Il a dit, pourquoi la Pennsylvanie, qui était fondée par les Anglais, pourquoi ça doit devenir une colonie des Allemands? Ce sont des étrangers. Ils ne vont jamais pouvoir parler notre langue et ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent pas devenir américains. C'est comme s'ils essayent de changer la couleur de leur peau. Alors, pour lui, les Allemands, c'était des gens qui avaient la peau foncée. Mais M. Franklin, il a changé son idée sur les Allemands plus tard, parce que les Allemands sont devenus des électeurs pour lui en Pennsylvanie. Alors, au début des années 2000, l'auteur, le politologue américain, qui avait fait un livre qui s'intitule « Qui sommes-nous? Who are we? Les Mexicains posent une menace fondamentale pour l'identité américaine et pour la culture américaine ». Pour M. Huntington, lui-même un descendant des puritains, il voulait que les États-Unis restent un pays anglo-saxon, protestant et puritain. Donc là, vous voyez ce discours, ce débat culturel sur les questions d'immigration. Pour reprendre un petit peu l'histoire de la politique américaine, la première loi sur l'immigration fédérale aux États-Unis, ça a été voté en 1882. C'était la loi pour exclure les Chinois et les Asiatiques. Donc ça, c'était la première loi fédérale. Avant cette loi, la politique d'immigration se faisait par les États individuels. Donc il n'y avait pas de loi fédérale pour l'immigration. Et jusque dans la période de l'entre-deux-guerres, l'immigration était fortement liée à la conjoncture économique. Donc, il y avait un va-et-venir qui était conjoncturel et lié à l'économie. Mais à partir du début du XXe siècle, avec les lois
de ségrégation, la période de Jim Crow, la commission Dillingham qui avait établi une sorte de hiérarchie raciale comme la base de la politique d'immigration. Et on finit par la loi des quotas en 1924. Donc vous voyez comment le pays se fermait et devenait de plus en plus une forteresse. Et dans la période de l'entre-deux-guerres, il y a eu un durcissement de cette politique, de ce que j'appelle le système westphalien. Et la sélection par la race qui était dans cette politique de quotas et la politique ça rappelle un peu la politique de Trump aujourd'hui. Trump disait, nous ne voulons pas d'Africains, il faut faire venir des Norvégiens. Mais, attendez, je vais prendre de l'eau. Et pour continuer avec ce survol de la politique d'immigration, l'immigration s'est arrêtée complètement dans les années 30 avec la crise économique et ensuite la Deuxième Guerre mondiale. Ces événements ont mis fin à l'immigration. Et c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il y avait des pénuries de main-d'œuvre, qu'on avait lancé une politique qu'on appelle la politique Bracero. C'était pour faire venir des Mexicains. Alors, si on vous demande pourquoi les Mexicains sont-ils venus aux États-Unis, c'est parce que nous sommes allés les recruter, les chercher pour remplacer tous les hommes qui sont partis à la guerre, parce qu'on avait des pénuries de main-d'œuvre, surtout dans le secteur agricole. Est-ce que les États-Unis ont une politique d'immigration bien fondée? Oui, sur une dimension. C'est-à-dire, nous avons une politique assez ouverte et légale depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis 30 ou 40 ans, il y a plus d'1 million de migrants qui arrivent par an. Et nous avons aussi une politique de capital humain avec ce fameux visa H1B qui laisse entrer jusqu'à 150 000 personnes par an, hautement qualifiées. Mais sur d'autres dimensions, la politique américaine a échoué. Nous n'avons pas assez de visas et de cartes vertes. Donc, ça nous a donné des marchés noirs, un niveau élevé de l'immigration non autorisée. Donc, et de 10 à 12 millions de sans-papiers. Alors, faut-il avoir une nouvelle politique de migration temporaire, Guest Worker Program, comme on dit en allemand, un programme de Gastarbeiter. Moi, je suis sceptique de cette idée d'une politique de main-d'œuvre temporaire parce que, pour citer l'écrivain suisse Max Frisch, il a dit, je ne sais pas comment le dire en allemand exactement, mais nous avons voulu faire venir des ouvriers, mais c'est les êtres humains, les gens qui sont venus. Donc il faut toujours se rendre compte que dans les pays libéraux, dans les démocraties libérales, les gens ne sont pas des chemises. On ne peut pas les traiter comme des commodities, des denrées. Là, c'est juste pour insister sur cette dynamique de marché für 16 Mark einen Italiener. Vous pouvez acheter un Italien pour 60 marks. Donc ça, c'est la dynamique du marché, l'offre et la demande, les forces d'attraction et de répulsion. Et là, je vais vous donner quelques graphiques. Là, vous voyez l'évolution de la population étrangère aux États-Unis. Dans la troisième vague, nous sommes arrivés à peu près un peu plus de 15% de la population étrangère. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à ce niveau. C'est à peu près 14% de la population américaine est étrangère. Et vous voyez les vagues, mais quand même, nous sommes à presque 50 millions, je crois, aujourd'hui, d'étrangers aux États-Unis. Là, vous voyez la répartition des migrants par statut. Donc, les non autorisés, ça fait
plus d'un quart de la population, les naturalisés, pas tout à fait la moitié, les permanent residents, c'est-à-dire les gens qui ont la carte verte, et puis les temporaires. Donc vous voyez qu'aux États-Unis, on a un gros problème, on a une population non autorisée qui est énorme. Donc jusqu'à 12 millions de personnes. Là, c'est une photo des travailleurs agricoles en Californie. Moi, j'avais parlé à un des patrons d'une entreprise agricole qui m'a dit ces personnes, ces Mexicains, sont comme le papier de soie. C'est-à-dire, on en prend un et puis on peut le jeter après. Ça montre un peu le fait que on ne les traite pas comme des êtres humains, mais comme des ouvriers. Alors, dans la période, depuis les années 60, surtout dans la période de la guerre froide, on a vu arriver aux États-Unis une nouvelle dynamique, qui est une dynamique que j'appelle rights and markets, c'est-à-dire les droits, surtout les droits, ce qu'on appelle les droits de recours, les droits civiques. Et la guerre froide, on avait un ennemi dans la Russie, et on savait que, comme disait l'ancien vice-président Richard Nixon, dans cette lutte pour les droits des Noirs, les droits civiques, les droits de recours, c'est une lutte non seulement interne, mais aussi internationale. Ça jouait un rôle important dans la politique étrangère des États-Unis. De donner les droits à des minorités. Et ça a entraîné l'abrogation de la loi des quotas en 1965, la montée des droits civiques, le rôle des juges, le rôle du judiciaire là-dedans, et les coalitions entre les libéraux de gauche et de droite qui avaient complètement transformé la politique d'immigration aux États-Unis pour que ça soit plus ouvert. Et les deux lois, celle d'abord de 86 et ensuite 90, pour ouvrir le pays, et ça a lancé une nouvelle vague d'immigration, et comme je vous ai dit, jusqu'à 1 million par an. Là, vous avez les flux migratoires par statut depuis 90, et vous voyez encore qu'il y a un fort pourcentage d'immigration non autorisée, parce qu'on n'avait pas suffisamment de visas. Donc, l'immigration légale, ça c'est en bleu, au milieu, c'est l'immigration temporaire. Donc, ça, c'est les flux. Hein. Vous voyez, plus d'1 million, hein. À peu près 1 million par an. Ça, c'est l'immigration non autorisée. Ça a commencé le niveau le plus haut, c'était juste avant la grande crise de 2007, mais quand même, ça continue à des niveaux très élevés. Enfin, c'est la population non autorisée, donc entre 10 et 12 millions de personnes. Là, on voit que le nombre de Mexicains, les Mexicains ne viennent plus aux États-Unis. Depuis 2000, depuis la crise, ils rentrent chez eux. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi devrons-nous construire une mur? Moi, je dis toujours que peut-être on a besoin d'une mur pour empêcher ces gens de rentrer chez eux, parce qu'on a besoin de leur main-d'œuvre. Mais bien sûr, l'immigration non autorisée, ça continue, surtout avec les Centro-Américains qui viennent aux États-Unis, plusieurs centaines de milliers depuis quelques années. Donc, l'immigration clandestine, l'immigration non autorisée continue à augmenter. Mais comment ça se fait qu'on est arrivé à changer la loi? C'était des réformes, comme je disais, qui créaient des coalitions, ce que le politologue Harry Zollberg appelait les Strange Bedfellow Coalitions. Et
Donc on avait deux grandes réformes. D'abord celle de 86, qui a fait la première régularisation aux États-Unis avec 3 millions de personnes régularisées. Et ensuite la loi de 90 qui a aussi ouvert le pays à plus d'immigration légale. Je parlais de la manque ou la pénurie de cartes vertes. Vous voyez le nombre de cartes vertes par rapport à le nombre de visas temporaires. Donc, il y a un écart très, très important entre le nombre d'immigrés qui arrivent aux États-Unis, le nombre de migrants, de travailleurs, et le nombre de cartes vertes. Donc, ça a amené à la création des marchés noirs. Ça, c'est le H1B, le plafond pour le H1B, qui est le visa pour les gens hautement qualifiés. Et je vais terminer en parlant un petit peu de ce que j'appelle les limites du contrôle de l'immigration. Dans les sociétés libérales, c'est très difficile d'enlever, to take away the rights, d'enlever les droits des gens. Une fois que les droits sont accordés, c'est très difficile de les retirer. Et avec cette dynamique de marché et la dynamique des droits, l'immigration a atteint des niveaux très élevés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le problème sécuritaire, avec l'élection de Trump et la montée d'un nouveau nativisme, donc une dynamique sécuritaire et culturelle, est-ce qu'on est arrivé à la fin de cette période d'expansion des droits? Ça, c'est la question que je vous pose. Je vais juste attirer votre attention sur le marché du travail aux États-Unis. Là, vous voyez que l'immigration a ralenti beaucoup, surtout pour des travailleurs, tandis que l'emploi continue à augmenter. Donc, il y a un écart. On a besoin de plus d'immigrés dans tous les secteurs de l'économie américaine. Ça, c'est juste pour montrer qu'il y a une corrélation assez forte entre la croissance selon l'État, la croissance économique et l'immigration. Donc, les immigrés vont de plus en plus dans les États où il y a du travail. Donc, on voit que les marchés fonctionnent à un certain niveau. Et voilà l'immigration et le marché du travail. En bleu, c'est des citoyens. En rouge, c'est des étrangers. Et on voit que, enfin, je dois vous montrer surtout pour les gens non qualifiés, il y a de moins en moins de citoyens non qualifiés. Donc, on a besoin d'immigrés pour combler les trous dans le marché du travail. Et quand vous voyez la distribution selon la qualification, les étrangers sont extrêmement importants en bas de l'échelle pour ceux qui ne sont pas diplômés, qui n'ont pas le bac, et aussi à l'autre bout du marché du travail, pour les gens hautement qualifiés, les étrangers sont extrêmement importants. Et les étrangers sont surtout dans des secteurs STEM, c'est-à-dire les secteurs de sciences, technologie, ingénieurs, médecine. Les étrangers constituent un pourcentage extrêmement important dans le marché du travail pour le secteur STEM. Et parlons de l'impact fiscal de l'immigration sur les finances publiques. On a vu ça l'autre jour avec notre collègue Pia Arrhenius. L'âge, comme vous voyez, est clé. Donc, les jeunes sont coûteux parce qu'ils ne payent pas d'impôts, ils utilisent les services publics, et les vieux aussi. Mais pour les étrangers, vous voyez la différence entre les immigrés
les enfants et les citoyens. Ça, c'est le profil fiscal de ces trois populations. Alors, je termine simplement pour revenir à ce que j'appelle le paradoxe du libéralisme et les dilemmes de la politique d'immigration. C'est une logique dans les sociétés libérales. Il y a une logique d'ouverture qui est une logique économique qui suit un peu la même logique de la libre-échange, mais en même temps, pour protéger, pour sauvegarder le contrat social, il faut qu'un pays soit fermé. Donc, c'est un paradoxe. Comment les États peuvent-ils être à la fois ouverts et fermés? C'est ça la question. Je crois que je vais m'arrêter là et pour que vous puissiez poser des questions. Merci beaucoup.